et je vous donne la parole. Alors, il y a 2 micros baladeurs. Vous pouvez prendre, donc je vais en prendre un. Monsieur Ribocco, peut-être vous présenter comme ça. Monsieur Ribocco, je suis administrateur ad hoc pour le département de l'Ardèche. J'entends bien les propos positifs qu'il faut amener pour accompagner l'enfant, l'aider à dépasser cette situation. Mais dans le cadre d'une procédure, et notamment du procès, est-ce que ça ne va pas à l'encontre des intérêts justement de l'enfant de trop positiver et du coup de donner du grain à moudre pour la partie adverse? C'est-à-dire dire l'enfant il va bien, il va s'en sortir, et finalement l'intérêt de l'enfant c'est de le faire reconnaître victime, et du coup le risque c'est de minimiser. Vous voulez répondre, madame? Elle est intéressante, vraiment, votre question, elle est très pertinente. D'autant que, effectivement, moi, je reçois un certain nombre de patients ou de patientes qui sont en train d'élaborer la pensée d'aller faire une procédure. Et la question qui se pose effectivement en psychothérapie, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accompagne immédiatement la personne dans l'élaboration de ses symptômes? Est-ce qu'on l'accompagne immédiatement pour qu'elle aille le mieux possible? Ou est-ce qu'on maintient ça, le fait que pour le temps de la procédure, il y a aussi la nécessité que la personne aille toujours très bien. Donc ça me pose beaucoup de questions, ceci. Et du coup, j'entends tout à fait. Est-ce que c'est pas contre-productif de trop positiver? Probablement. Je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la logique du psychologue, psychothérapeute, elle n'est pas toujours la logique des avocats ou de la procédure. Donc moi je parle de ma place de thérapeute, mais même, cela dit, mais même en tant qu'expert, alors en tant qu'expert, je reçois des personnes 1 fois, 2 fois maximum, sur 3 heures de temps, des entretiens qui durent 3 heures. Oui, je vais être dans quelque chose de positif, mais pas dans quelque chose de thérapeutique avec la personne. Voilà, on n'enclenche pas un travail thérapeutique. Donc, bon, c'est compliqué cette question-là. Vous aurez certainement d'autres éléments à apporter, mais je suis d'accord avec vous sur l'idée de base. Ouais. Bon, alors, moi, juste courte réponse. Vous posez la question de la réparation, quelque part les dommages-intérêts. Effectivement, il y a plusieurs logiques. Moi, j'ai envie de dire que l'administrateur ad hoc, il intervient pour l'intérêt de l'enfant. Et c'est à lui d'évaluer justement entre cette logique de réparation et cette envie ou cette nécessité que l'enfant aille mieux. Mais l'administrateur ad hoc, il peut réclamer des choses en son nom. En qualité d'administrateur ad hoc, en le disant, ça l'avocat peut le dire. Moi, je l'ai eu plaidé. En qualité d'administrateur ad hoc, j'estime que vous devez accorder des dommages-intérêts à cet enfant. Mais cet enfant, par ailleurs, ne les réclame pas aujourd'hui. Je veux dire, c'est vrai que c'est un exercice un peu difficile de différenciation, mais je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit que l'administrateur ad hoc, c'est l'adulte qui représente l'enfant. Donc, c'est parole et intérêt, ces fameuses... Il ne faut pas qu'il y ait méprise. Il n'est pas question de freiner l'évolution de l'enfant. Au contraire, personnellement, je souhaite que l'enfant ait le mieux possible, le plus rapidement possible. C'est au moment, là je veux différencier bien l'expertise de la thérapie. Dans vos propos, à un moment donné, je ne savais plus si j'entendais le thérapeute ou l'expert. C'est-à-dire que se positionner, l'expert fait un état des lieux. Alors on peut parvenir sur... tatillon aussi sur les mots, détruire, endommager, cabosser. On peut discuter là-dessus pendant longtemps. Mais c'est la présentation de la situation de l'état de l'enfant
va avoir des conséquences importantes après sur la procédure et sur l'état de l'enfant aussi. Donc, Monique Fourquet, je suis la sauvegarde de l'Isère, mais surtout avec un long passé de médecin de PMI au Conseil général. J'ai travaillé sur la santé des enfants confiés, je serai un peu dans votre lignée parce qu'il ne faut pas oublier aussi les répercussions à long terme. Maintenant, on sait très bien que ces enfants ont des risques beaucoup plus importants de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète. Et c'est vrai que positiver à un moment un enfant, enfin lui donner une étincelle de vie, ça peut aussi enclencher des choses et peut-être le sortir d'une conséquence qui peut être quand même gravissime à long terme. Donc voilà, alors j'entends bien qu'il y a la réparation, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux toucher un peu moins d'argent, mais avoir permettre à cet enfant de trouver un semblant de sérénité pour son futur, pour sa santé future, pas que psychique. Voilà, c'est la question que vous entendez, que je vous écoute. Je pense qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à répondre, parce que votre phrase elle est très belle en elle-même, elle est très juste en elle-même. Après, moi, en tant de ma place de thérapeute, bien sûr, je vais être plutôt dans l'idée qu'il vaut mieux que l'enfant aille bien et qu'il aille bien rapidement et qu'il se construise bien. Je vais vous faire une courte réponse nuancée. On peut essayer d'expliquer à une cour d'assises qu'à un moment l'enfant a été dans tel état, ça c'est ne pas nier une réalité, mais que cet enfant a évolué, mais que la réparation doit tenir compte de tous les états. Voilà. Mais là c'est vraiment pour plus tard, hein, c'est dans 20 ans, 30 ans, les conséquences somatiques. Oui, c'est un peu les difficultés de l'expertise sur le pronostic. Quel est le pronostic? Moi, je voudrais revenir sur la question de la différenciation. Est-ce que ne peut pas aider l'enfant à sortir de son statut de victime, d'être victime? Ça n'empêche pas qu'il puisse être reconnu, avoir une victime de fait. Enfin, moi, puisqu'on parlait de différenciation et d'importance des mots, ça me semble essentiel de ne pas voir la personne en tant que victime parce qu'elle n'est pas que ça. Au même titre que j'ai envie de dire que l'agresseur n'est pas que ça. Ce n'est pas l'acte qu'il a posé, et celui qui a été victime, il n'est pas que l'acte qu'il a abusé ou qu'il a laissé. Et que du coup, moi j'entends bien, et voilà, c'était à un moment donné, il a été victime d'un acte qui est répréhensible, la justice doit passer parce qu'elle a toutes ses fonctions sociales et individuelles de réparation. Mais en même temps, il faut bien que l'enfant, enfin moi j'ai beaucoup avéré, je travaille beaucoup dans ce sens-là, même si ce n'est pas dans le même secteur, dans mon histoire, d'appuyer sur des choses qui vont permettre de sortir de ce qui s'est passé pour faire un avenir un peu différent que celui de la victime et que de victime. C'est important, c'est un processus de victimisation qui peut se mettre en place parfois dans certaines situations. Et effectivement, ça c'est pas aidant pour l'enfant de se retrouver. Il s'impose lui-même cette étiquette de victime. Et le risque, il grandit avec cette étiquette, il s'installe confortablement dedans. Ça dépend aussi des réactions que son entourage va mettre sur cette étiquette. Si l'entourage facilite l'étiquette ou pas. Donc c'est important de repréciser ça. Ce que vous avez dit aussi, j'ai attrapé au vol, vous disiez, mais les agresseurs aussi ne sont pas que des agresseurs. La personne, elle ne se résume pas à l'acte. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête toujours, c'est la possibilité que l'agresseur se sente dans une honte, dans un sentiment de honte, ou un sentiment de culpabilité majeur. Alors, les enfants, les adolescents victimes, ils ne peuvent pas bien entendre ça. C'est difficile d'aller dire à l'enfant, mais tu sais, ton agresseur, il se sent très honteux et très coupable, mais ça ne m'intéresse pas l'enfant. Même les adultes, d'ailleurs, en tout cas pendant un certain temps, ça ne les intéresse pas, mais ça c'est inentendable ces choses.
Mais pour autant, c'est vrai. Donc ça, dans notre accompagnement, il y a forcément un moment, quand on garde ces idées-là en tête, il y a forcément un moment où ça nous sert, et ça nous sert à étayer la personne, l'enfant, l'adolescent. Donc ils peuvent, les agresseurs, effectivement, certaines proportions, ont une culpabilité, et j'associe librement là-dessus. Il y a aussi la possibilité de formuler à l'enfant, même si son parent est très dysfonctionnel, même si le parent est pervers narcissique, et bien n'empêche que même un pervers narcissique, il conserve un point de réalité qui est adapté. C'est-à-dire qu'un parent pervers, il peut dysfonctionner de façon dramatique sur le plan de la sexualité par exemple, mais pour autant ce parent il peut être extrêmement juste dans des observations de la vie quotidienne ou au travail, ça peut être un très bon professionnel. Et ça c'est la question de la dissociation aussi, je crois qu'il faut l'avoir en tête, cette possibilité qu'à un moment donné, le parent aussi horrible soit-il, et bien, il y a quand même des points, des pans qui peuvent être positifs. Et c'est important malgré tout parce que, donc là je parle de l'enfant abusé par un parent, mais c'est important dans ces situations parce que c'est absolument effroyable pour un enfant de se dire mon père est un psychopathe, ma mère est voilà, du même registre, c'est épouvantable, c'est même pas bien faisable en fait. L'enfant il conserve malgré tout le lien avec ses parents, le lien au moins psychique. Donc d'avoir ça en tête, cette possibilité-là, à un moment ou à un autre, de retourner à l'enfant. Mais tu sais, ton papa, quand il t'a fait ces actes, quand il a fait ces choses horribles-là, il n'était pas dans le juste, il n'était pas dans le vrai, il dysfonctionnait. Mais ce qu'il t'a dit à propos de telle émission, ce qu'il t'a dit à propos de l'école, c'était juste. Voilà. Et ça vient, ces paroles-là, elles viennent, moi je trouve qu'elles sont très aidantes pour enfants, adolescents ou adultes. Ça vient montrer que chacun d'entre nous, on peut être un petit peu ambivalent, on peut fonctionner sur différents plans, et c'est ça aussi la différenciation. Donc du coup, je ne comprends pas tout à fait, mais j'ai associé sur la justesse de votre propos. Bonjour, Dorothée Bertrand, administrateur ad hoc à DSA 63. Moi, inversement, j'ai ressenti plusieurs fois dans des procès la nécessité de vraiment identifier la mineure comme victime. J'ai par exemple accompagné une petite fille qui m'a dit alors c'est moi l'auteur, comme c'est moi qui accuse, elle avait été victime d'agression sexuelle par son père. Et vraiment, je trouve que parfois c'est pas superflu de leur redire non, tu es victime, c'est le procureur de la République qui poursuit, c'est pas toi qui vas prononcer la peine, ça va être 3 magistrats en fonction d'une loi, parce qu'il y a un sentiment de confusion et parfois la personne ne se sent pas victime justement parce qu'elle a honte, etc. Et parfois lui dire si tu es bien victime, et parfois les procès sont certes un peu manichéens, un petit peu solennel, mais c'est aussi l'intérêt, c'est de vraiment remettre les choses noir sur blanc en disant non, ça c'est pas possible, ça se fait pas, tu as été victime de quelque chose qui est totalement contre la loi et que la chose s'est fait au crime. Donc voilà, moi je l'ai ressenti en revanche le besoin de souligner dans plusieurs cas, si tu es victime et c'était pas une évidence pour la personne en question. Oui, plusieurs situations. De le redire alors que ça me paraissait évident et de pas, voilà, c'est vraiment être responsable. Et du coup, quel était l'effet alors sur l'enfant, l'adolescent en question? L'effet immédiat, à long terme je peux pas dire, mais l'effet immédiat c'est quand même de clarifier un peu des choses qui sont floues. C'était surtout ça où je me suis dit en fait c'est pas clair pour elle. Voilà. Oui, alors, moi je crois que j'ai dit, tu es victime un jour, mais pas victime toujours. Enfin, c'est cette différenciation. Tu as été victime dans tel contexte. Enfin, c'est la difficulté entre juger à un moment donné et puis
le développement, l'avenir de l'enfant. L'avant, le procès et l'après. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, on est quand même tenus par un code pénal et par des termes juridiques. À la cour d'assises, l'auteur est condamné pour viol ou pour viol et agression sexuelle. Donc l'enfant qui est présent au procès, il va les entendre, ces termes. Et c'est vrai que moi, je pense à une jeune agression sexuelle. Enfin, il y a des mots qui sont parfois violents pour les victimes. Alors c'est comment à la fois, c'est peut-être notre travail justement, de dire qu'on est dans un cadre légal et que dans ce cadre légal, effectivement, il y a un auteur, une victime, des juges, des infractions. Comment être à la fois dans ce cadre légal, mais sans étiqueter ou enfermer, j'ai envie de dire, un enfant, voilà, vous avez dit, sans le victimiser. C'est peut-être avec tous les mots qu'on peut apporter par rapport à ça, enfin les mots, les explications. Je disais tout à l'heure, on est souvent sur le fil, hein, de toute façon c'est extrêmement délicat ce type de sujet. Enfin, on n'a pas non plus de baguette magique qui nous permettrait d'avoir les mots extrêmement justes toujours au bon moment. Vous disiez, il y a des mots qui sont violents, justement, le mot viol, ce que je peux observer, je parle en tant qu'expert, c'est qu'en fait, c'est un mot qui est extrêmement difficile à prononcer par les victimes elles-mêmes. Elles sont énormément, en tout cas en expertise psychologique, peut-être pas, d'ailleurs, peut-être pas avec l'administrateur, mais c'est un mot qui a une peine beaucoup à prononcer, ce qui s'entend tout à fait, c'est une grande violence. Du coup, les mots, je disais tout à l'heure, à la fois c'est extrêmement important, mais en même temps, vous voyez des enfants plusieurs fois. Moi, en position d'expert, c'est pas le cas. Il ne faut pas trop que je me rate quand même, je les vois une fois. Alors, même si généralement j'échange beaucoup avec tous les travailleurs sociaux qui peuvent intervenir, les avocats, je prends des nouvelles des enfants, j'essaie de voir un peu de suivre leur évolution, mais pour autant, moi, je ne les revois pas. Donc, des fois, on est en lancement de parole. Voilà, c'est compliqué. Vous avez cette chance-là, c'est que vous les suivez, que vous le voyez plusieurs fois. Du coup, on peut aussi dédramatiser un mot qui a été, disons, mal passé, qui a été mal dit. Vous avez cette possibilité-là de le reprendre avec l'enfant. Et généralement, je pense que les enfants et les adolescents, ils s'en saisissent rapidement, c'est-à-dire, ils pardonnent entre guillemets rapidement et ils se réinstallent dans la relation avec vous. Il me semble. Donc, voilà, sur ces questions de redire la nécessité de redire qu'on peut être victime. Bon, voilà, il faut doser en fait, vraiment en fonction de la situation, en fonction du besoin que vous ressentez chez l'enfant ou l'adolescent aussi. Est-ce que cet enfant-là a besoin qu'on lui redise qu'il est victime, parce que vous sentez que c'est nécessaire pour son bon développement et pour sa compréhension intellectuelle de la situation, ou est-ce que cet enfant, si on lui redit qu'il est victime, on sent qu'on va l'enferrer dans quelque chose. Ça, c'est vraiment la question de la différenciation. Voilà. Les mots ne sont pas utilisés de la même manière suivant notre statut et notre position. Je me réfère à l'intervention à Romans il y a quelques années, où un magistrat sur le mot victime, où il utilisait le mot victime que lorsque le procès avait eu lieu, c'est-à-dire qu'il considérait l'enfant victime une fois qu'il était reconnu officiellement victime, et qu'avant il n'était pas victime. Il dénonçait des faits, et que la justice des hommes, allait le désigner en tant que victime. Donc là, on est bien sur un partage de mots ensemble, mais pas aux mêmes endroits et au même moment. C'est ça qui est compliqué. C'était M. Fagnol Noirter. Il y a son intervention sur notre site internet. Je voulais vous dire qu'à Chrysalis 3, on a décidé que les administrateurs ad hoc intervenaient en binôme pour pouvoir justement avoir peut-être
parce que c'est très difficile ces entretiens. Enfin, d'avoir ce mot juste, la bonne réponse, la bonne écoute. Donc c'est vrai qu'à deux, ça permet, voilà, peut-être d'abord d'avoir deux manières de voir les choses. Peut-être qu'il y en a un qui peut entendre des choses ou comprendre des non-dits que l'autre ne comprend pas. Et puis, il y a l'analyse de la pratique aussi. Hein. Les administrateurs ad hoc, ils rencontrent régulièrement, nous c'est une psychologue, Madame Lagarde, pour reparler de tout ça. Enfin, peut-être qu'ils ont eu l'impression qu'ils s'y sont mal pris, ou que, voilà. Et peut-être ce que vous dites, ce travail de reformuler, puisque de toute façon, il y a plusieurs entretiens et plusieurs rencontres. Voilà. Bon, nous les avocats, on n'a pas d'analyse de la pratique, mais on pourrait peut-être en avoir une, je pense, parce que ça nous aiderait. Bon voilà, c'est un peu un autre débat, mais je le lance. D'autres questions? Il y a une question ici d'abord. Anne-Marie Gou, avocat également. Moi, je voulais vous faire part aussi de mon expérience au sujet de l'indemnisation des victimes, puisque c'est effectivement notre rôle final en tant que plaidoirie, on sollicite une indemnisation. Je passe toujours quelques entretiens avec les enfants ou les jeunes gens, les jeunes filles, qui parfois elles sont majeures, sur l'indemnisation pour connaître ce qu'ils souhaitent en définitive. Les enfants victimes sont très peu revendicateurs au sujet de leur indemnisation. Lorsqu'on demande ce qu'ils veulent, que l'on explique ce qu'ils veulent, qu'on demande au tribunal, c'est souvent que les faits sont reconnus, que la victime reconnaisse, parce qu'il y a une contestation, et puis qu'il y ait une demande de regret de la part de l'auteur, une demande de pardon de la part de l'auteur. Généralement, c'est les deux réponses que je reçois. J'explique qu'effectivement, on peut faire une demande dans ce sens-là, et qu'il y a aussi une demande de réparation qui, en droit français, c'est une indemnisation avec des euros, des francs en francs et des euros. Mais la réponse, ce n'est jamais je veux 100 000 euros, ou j'ai 10 000 euros, c'est jamais ça. Donc après, il faut aller un peu plus loin, et j'explique à l'enfant, à la victime, que le président du tribunal va lui poser la question, justement, de savoir comment ça va maintenant. Généralement, la question est posée. Parfois, et je l'ai vu plusieurs fois, la question est posée presque avec la réponse, puisqu'on dit, bon, maintenant ça va mieux. Donc, j'explique ça à la personne, à l'enfant, et la réponse de l'enfant est souvent aussi, ça va, voilà. Donc, l'enfant exprime très peu son propre préjudice et son préjudice futur. Donc, on est quand même obligé d'aller un petit peu plus loin et d'en parler. Alors, je trouve ces formations très intéressantes parce que j'y apprends toujours beaucoup de choses, et cette formule d'étincelle de vie dont on doit parler, peut-être qu'on devrait faire, nous avocats aussi, la part des choses, en disant, en prenant des côtés positifs, certes, mais en expliquant à l'enfant, alors je parle bien sûr des personnes d'enfants qui sont déjà un petit peu grands, que l'on doit prendre en considération tout ce qu'elle subit, tout ce qu'elle a subi et subira encore, parce que je n'ai pas l'impression, moi, que ça s'efface. Donc c'est à force de parler, de faire parler la victime, qu'on prend conscience de l'ampleur, en définitive, de son préjudice, et on est quand même obligé de le présenter de façon importante devant la juridiction. Parce que il faut bien que ça passe par quelque chose quand même. Et puis il y a les parents des fois qui sont là aussi, qui estiment que ce que subissent leurs enfants mérite une indemnisation. Il y a toute l'approche famille, il y a tout ça, tout cet entourage, toutes les personnes qui sont autour de l'enfant et qui le soutiennent. On ne peut pas venir à l'audience en disant
bon ben ça va mieux maintenant, il y a cette étincelle parce qu'elle est comme ci ou il est comme ça et ça ira beaucoup mieux. On est quand même tenu de prendre en considération le préjudice subi au moment des faits et qui se prolonge au présent, le préjudice de la procédure d'ailleurs. La procédure, c'est un préjudice subi par la victime puisqu'elle doit en parler, reparler, c'est long, on ne sait pas jusqu'à quoi ça va aboutir. Donc, et puis il y a le préjudice constant et futur. On est quand même obligé, devant la juridiction, d'en parler, de dire que c'est grave, que c'est important. Alors, bien sûr, maintenant peut-être que je vais changer les mots et choisir peut-être d'autres mots. On avait de plus en plus l'habitude d'utiliser ces mots qui ont été évoqués, l'enfant cabossé, l'enfant détruite, enfant violé, enfance volée, etc. Des mots qui font un peu choc. Oui, c'est vrai, je le reconnais. C'était avec la volonté de faire bien, certainement, et puis d'indemniser correctement la personne qu'on va représenter. Mais j'apprécie toutes ces formations auxquelles j'essaie de participer tout le temps, parce que c'est vrai que ça nous donne effectivement des pistes pour faire mieux. Excusez-moi, juste un petit instant parce que madame, j'avais dit quelque chose voilà, sur lequel je voulais associer un peu. Vous disiez l'enfant, il exprime peu son préjudice présent ou à venir. Hein. Alors, ce qui est normal parce que l'enfant, notamment l'enfant jeune, a une représentation du temps qui est très différente de celle de l'adulte. Hein, les enfants, notamment jeunes, ont un rapport au temps, vraiment au temps présent. Donc, c'était juste pour préciser ça. Et puis, il demande souvent des regrets, des pardons. Moi, j'ai entendu en expertise des paroles d'enfants extrêmement violentes, des enfants qui disent « mais moi, je veux qu'il crève, je veux qu'il aille en prison, qu'il se fasse violer, et qu'il lui arrive la même chose, finalement. » Et ça, c'est des choses que j'ai entendues pas si rarement que ça, venant de garçons comme de filles, d'ailleurs. Voilà, c'était juste pour associer sur ce que vous avez dit à l'instant. Les enfants, ils peuvent aussi dire des mots extrêmement forts et qui demandent du coup à être contenus, d'autant plus parce qu'il ne faut pas qu'ils se laissent embarquer ou qu'on les laisse s'embarquer dans leur propre agressivité. C'est important qu'ils formulent ce vœu de mort à l'encontre de l'agresseur. On n'a aucune raison de l'empêcher, ça. Et ça, pour le coup, je pense que dans un procès aux assises, ce sont des phrases chocs qui aident beaucoup, d'ailleurs. Pour autant, il faut arriver aussi à contenir l'enfant dans cette parole-là. Voilà, excusez-moi, du coup, je vous ai interrompu. Je voulais rebondir sur ce qu'était Maître Gousse. Je suis avocat au barreau de l'Ardèche aussi, donc je pense qu'on a une pratique un peu similaire. Quelque chose qui est important et qui va expliquer qu'on va avoir parfois des paroles un peu dures, un peu peut-être négatives pour vous et perçues négativement par l'enfant. Il faut se dire aussi que l'enfant est en attente d'une décision de condamnation. Alors, il exprime une décision de condamnation. Il ne nous exprime pas un quantum d'emprisonnement. Par contre, quand la décision tombe, soit il est déçu, soit il est satisfait. Et là, cette durée d'emprisonnement est importante pour lui. Nous, en face de nous, on a des jurés qui ne sont pas des professionnels et qui, parfois, ne vont pas comprendre qu'un enfant victime va bien. C'est difficile aussi à avoir cette parole positive devant des jurés, leur dire « il y a une étincelle, cet enfant, aujourd'hui, il est en soins, il va bien, mais pour autant, attention, il est victime. » On a aussi parfois en face de nous quelqu'un qui ne reconnaît pas les faits. Et ça, même chose, l'enfant, il faut bien se dire que lui, ce qu'il attend, c'est une réponse judiciaire, une réponse de condamnation. Et quand on a en face de nous des jurés qui ne sont pas professionnels, et quelqu'un qui nie les faits, c'est très difficile pour nous d'avoir un discours positif. On est obligé de venir sur la souffrance. On est obligé de s'appuyer sur des déclarations d'un expert qui dit que cet enfant présente des symptômes de souffrance, parce que ça fait partie des indices qui vont apporter cette réponse pénale, cette condamnation,
Et cette reconnaissance de victime aussi pour l'enfant qui est important. Je rebondis sur ce que disait cette dame tout à l'heure, c'est le discours de M. Ribocourt, c'était un petit peu ça. On n'est pas là que pour la réparation. Si on noircit le tableau, c'est pas pour ça. C'est pour aussi avoir une décision de condamnation. C'est pas toujours acquis. Et une durée d'emprisonnement peut être importante pour l'enfant, mais pas forcément verbalisée. Ça me mobilise beaucoup. Cette question-là, je vois qu'elle nous mobilise tous. Oui, bonjour, Cécilia Dion, avocat à Grenoble. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Moi, je crois qu'on a un vrai rôle à jouer, nous, avocats. Alors, moi, j'interviens aux côtés de Chrysalis depuis plusieurs années, parce qu'on est le porte-parole de Chrysalis et par voie de conséquence, le porte-parole de l'enfant. Et il y a des situations, effectivement, dans lesquelles l'enfant va bien. Et je pense notamment aux situations où le procès se tient des années, voire des dizaines d'années après la commission des faits. Et j'ai un exemple très précis en tête. J'ai plaidé au mois de décembre pour une jeune femme qui dénonçait un viol commis par son père alors qu'elle avait 6 ans. Elle en a aujourd'hui 25. Et objectivement, elle va bien. Parce qu'elle a fait ce travail et parce qu'effectivement, on ne pouvait pas se permettre, et elle ne pouvait pas se permettre, d'attendre une hypothétique issue de la procédure judiciaire pour se prendre en charge. Et je crois qu'on a vraiment, nous, un vrai rôle à jouer vis-à-vis des magistrats, qu'ils soient au tribunal correctionnel des magistrats professionnels ou à la cour d'assises, magistrats professionnels et jurés populaires, pour effectivement porter cette parole. C'est dire oui, objectivement, aujourd'hui, cet enfant, cet adolescent, cette jeune femme ou ce jeune homme va bien, mais voilà quelle est son histoire et voilà le traumatisme qu'il a subi. Et moi, je reste quand même convaincue, mais c'est mon avis personnel et qui n'engage que moi, que attendre pour prodiguer les soins nécessaires à un enfant victime d'abus sexuels parce qu'il y a une procédure et parce que effectivement la première réaction qu'on peut avoir, c'est qu'il faut qu'il aille pas trop bien pour montrer combien il souffre au tribunal. Moi, c'est quelque chose à titre personnel que je ne peux pas entendre. D'une part parce que je pense qu'on n'apporte pas le soutien nécessaire à l'enfant. Alors moi, je ne suis pas psychologue, je suis avocat, mais pour ça, je dis que cet avis n'engage que moi. Et d'autre part, parce que ce que je sais, moi, en tant qu'avocat, c'est que je ne sais pas combien de temps va durer la procédure. Et typiquement, dans cette affaire, il y a eu une première plainte au moment de la commission des faits qui a été classée sans suite, et la plainte a été réactivée 8 ans après, et l'instruction a duré 8 ans. Donc, voilà, et au départ, l'instruction a débuté avec Chrysalis comme administrateur ad hoc. La jeune femme est devenue majeure entre-temps, donc le mandat de Chrysalis s'est terminé, mais j'ai continué à la suivre parce qu'on avait créé une relation de confiance. Mais voilà, moi je pense que nous, en tant qu'avocats, et je rejoins mes consoeurs, on a une vraie parole à porter. On a une demande de réparation à faire, et donc ça, j'allais dire, c'est l'aspect un peu moins bien du métier. Enfin, moi je le dis comme ça, mais c'est comme ça en droit français, la réparation du préjudice moral, il se fait par l'attribution de dommages d'intérêt. Mais cette parole-là, sur la souffrance de l'enfant, sur ce qu'il a vécu, et pourquoi aujourd'hui, effectivement, il va bien, et tant mieux s'il va bien, ou il va mieux, je pense que nous, en tant qu'avocats, ce rôle-là, pour nous, il est très important. En tout cas, moi, je le vis comme ça, et je pense que Chrysalis sera d'accord avec moi pour dire que c'est comme ça, en tout cas, que moi, je travaille ces dossiers-là, parce que j'ai l'incertitude du temps, parce que j'ai l'incertitude de l'issue de la procédure aussi, et que je maintenir moi un enfant dans une situation de non prise en charge, c'est un truc qui, moi, me satisfait pas, parce que je sais que moi, j'ai les moyens aussi avec les rapports d'expertise, que l'avantage qu'on a aussi, c'est que les rapports d'expertise psychologique, voire psychiatrique, dans certains dossiers qui sont déposés, ils sont déposés en cours d'instruction. Quand c'est un dossier qui part aux assises, en tout cas à Grenoble, entre la clôture d'instruction et l'audience, on a à peu près 3 ans. Donc on a un état des lieux au moment de l'instruction, donc plus proche de la dénonciation des faits, qui nous donne un état de l'enfant. Des fois, j'aimerais bien qu'on en ait un deuxième au moment de l'audience, parce que souvent ça nous manque. Et souvent, je l'ai regretté parce qu'effectivement, ce temps-là, on ne maîtrise pas et on arrive 3 ans après avec une évolution et qu'on aimerait bien avoir un avis d'expert.
nous, on travaille, enfin moi je travaille à l'intuition avec ce que j'ai développé de ma pratique professionnelle, des formations que j'ai faites, mais je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas dire vraiment, je peux dire ce que je ressens, ce que je vois. Mais bon voilà, tout ça pour dire que je pense que sur cet aspect-là, nous, avocats, on a vraiment un vrai rôle à jouer. Oui, hein, si seulement, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau du cadre du dialogue, la possibilité de redemander l'expertise. En fait, nous, c'est une fois que c'est bouclé, on pourrait. Ouais. Mais, alors, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Cécile Gabion, c'est qu'effectivement, il nous manque une expertise à la fin. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on s'adresse, quand l'enfant a changé d'être suivi, on s'adresse au thérapeute pour tenter d'obtenir pas une expertise, mais un certificat médical qui puisse détailler le plus possible la situation de l'enfant actuellement. Ce qu'on nous oppose, et là, du coup, je m'adresse à vous, c'est le secret. Le fameux. Comment contourner? Parce qu'il y a des thérapeutes avec lesquels on peut arriver à avoir quelque chose de productif, parce que moi, un certificat où il y a écrit l'enfant est suivi de telle date à telle date, à raison de tant de fois par semaine. Mais ça n'a aucun intérêt. Alors dites-moi comment on fait. Ça dépend vraiment du thérapeute et de sa façon de pratiquer. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci pour rédiger. Alors évidemment, ce n'est pas une expertise, mais rédiger un petit compte rendu, quelque chose qui va venir soutenir l'enfant, l'adolescent, l'adulte dans sa démarche. On peut tout à fait rester dans les clous par rapport au secret professionnel et en même temps dire à la personne, voilà, dire à l'enfant, avec ton accord, je vais écrire ça, ça et ça à propos de toi. Parce que je pense que ça va t'aider dans cette procédure. Voilà, il n'y a pas de souci de secret professionnel là-dessus. En fait, on est obligé de révéler des choses extrêmement intimes qui sont. C'est pas ça dont vous avez besoin, en fait. C'est juste un état des lieux de l'enfant, de dire voilà, aujourd'hui cet enfant, il a vécu ça et il va plutôt comme ça, il va plutôt bien, il va plutôt pas bien. Voilà les points de compétence, voilà les points d'achoppement de son histoire, voilà ce qui restera peut-être en suspens, mais vous n'avez pas. Il y a des informations extrêmement personnelles, mais vous n'avez pas tout. Donc le secret professionnel, il est surtout là pour protéger ces données extrêmement intimes. Après, pour le reste, moi, ça me semble une évidence, en fait. Donc, ça me semble une évidence d'écrire un petit compte rendu. C'est ce qu'on fait valoir aux professionnels en disant que s'il y a un moment où ils peuvent intervenir dans l'intérêt de l'enfant, c'est bien le jour du procès d'assises. Ah, tout à fait. Mais nous. Là, voilà. Il y a énormément de thérapeutes qui, effectivement, s'accrochent à un sacro-saint cadre qui, du coup, est extrêmement rigide et qui ne correspond pas à la situation présente. Alors après, ils ont leur raison et leurs compétences, c'est pas la question. Mais, oui, on peut tout à fait assouplir le cadre tout en restant bien droit dans ses chaussures par rapport au secret professionnel. Je vous citerai la prochaine fois. Vous pourrez. Franchement, c'est pas une mince affaire. Je voulais juste aborder un autre aspect en fait de la change de sujet. Pardon, je voudrais juste aborder un autre aspect de la culpabilité. Je pense que ça nous est arrivé à tous qu'un enfant revienne sur ses dires. Ça m'est arrivé pas plus tard que lundi après-midi devant une audition devant le juge d'instruction où elle avait dénoncé des faits incestueux commis par son frère. La dénonciation avait lieu en mai 2014. Plus rien depuis mars 2015, date à laquelle nous avons été désignés en qualité d'administrateur ad hoc. Plus rien jusqu'à lundi où on passe devant le juge d'instruction. Et alors qu'elle avait toujours dit la même chose devant les gendarmes, devant l'infirmière scolaire, devant l'expert psychologue, devant l'avocat, en ma présence lors de la préparation de l'audition, et même
au début de l'audition devant le juge d'instruction, elle commence à évoquer les faits, tout d'un coup, elle s'arrête, elle respire, elle dit « Est-ce que je pourrais m'entretenir avec vous ?» donc en s'adressant au juge d'instruction. Donc elle est sortie avec son avocat pendant quelques minutes, elle est revenue en disant « Je reviens sur les faits que j'ai dénoncés. » La situation familiale, bien entendu, est complexe. Il s'agit d'un inceste fraternel. Tout le monde, en plus, vit sous le même toit, chose que tout le monde est resté sous le même toit. Les parents, leur mariage est au bord de l'implosion. Cette jeune fille venait de fêter ses 17 ans le vendredi précédent. Toute la famille avait fait la fête pendant le week-end pour fêter ses 17 ans. Voilà, c'est la situation où, concrètement, comment peut-on réagir en tant qu'administrateur ad hoc, en tant qu'avocat, dans le cadre d'une procédure où le jeune revient sur ses dires, tout en sachant que nous ne sommes pas thérapeutes, et qu'elle n'est pas suivie, et qu'elle ne veut pas faire l'objet d'un suivi. Mais là, en l'occurrence, cet enfant, ou cette jeune fille, elle a moins besoin d'un thérapeute que d'un adulte qui recadre, effectivement. Donc, la question de la thérapie, elle ne se pose pas tout à fait, à mon avis, en tout cas. Comment réagir? Du coup, c'est aussi de retourner la question. Habituellement, je dirais, comment vous diriez que vous réagissez les uns et les autres aussi, est-ce que vous avez réussi à trouver une modalité de réponse adaptée à chaque enfant, ou est-ce que chaque situation est différente, chaque enfant est différent, on n'a pas de réponse. C'est ça, mais ça dépend à quel moment ça survient aussi, parce que quand ça survient ça dépend à quel moment ça survient, parce que ça nous est arrivé aussi. Quand ça survient dans mon bureau, bon, on a un laps de temps qui nous permet effectivement de prendre le recul nécessaire, de laisser retomber les choses, etc. Mais quand ça survient dans le bureau du juge d'instruction, on est quand même sacrément démunis, hein, parce qu'on ne peut pas dire au juge d'instruction, on va arrêter l'audition là, puis on reviendra plus tard. Moi, ça m'est arrivé dans le bureau du juge d'instruction où la jeune fille s'est rétractée et intelligemment, la juge d'instruction a bien compris qu'il y avait une emprise familiale qui avait fait qu'elle ne supportait plus cet isolement, le fait d'être complètement isolée de sa famille, et que c'était le prix à payer pour retrouver papa, maman. Et la juge d'instruction l'a bien cerné, et du coup a continué l'entretien et a contourné jusqu'à ce que la jeune fille dise « Bon, en fait, ça m'est arrivé, quoi. Mais bon, ça s'est passé comme ça sur cette affaire. » Après, il faut respecter la parole de l'enfant et se positionner en disant « Bon, ben voilà, je ne sais pas ce qui t'est arrivé finalement, pour le coup, puisque je respecte ta parole. Voilà les conséquences. » Lui expliquer ce qui peut se passer après, par la suite. Mais on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Après, le juge d'instruction peut faire fi aussi de cette rétractation et poursuivre en l'état, suivant j'imagine, l'état de la procédure, continuer la poursuite. Sur le plan procédural, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, le juge d'instruction s'est comporté exactement comme le vôtre, c'est-à-dire clairement, il lui a dit « je ne vous crois pas, je ne crois pas à votre rétractation, je pense que vous avez des motivations, suffisamment de motivation pour justifier en fait votre rétractation aujourd'hui. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir clairement, je ne remets pas en cause, et c'est là ce qui est difficile en fait, c'est que quelle parole peut l'enfant prendre en considération? C'est la scène, elle lui appartient, et il faut la respecter complètement, quelles que soient ses motivations, j'ai envie de dire. Il faut la respecter comme elle le ressent et comme elle a. Après, on peut lui expliquer les conséquences de ses propos ou de cette rétractation, on peut évoquer ça, mais c'est tout. Il faut respecter, hein, je crois qu'il faut la respecter. Hein. Elle le fera peut-être plus tard, elle a encore des années pour revenir. Oui, une des réponses, ça peut être aussi, aujourd'hui tu te rétractes, voilà. Mais la procédure te permet de revenir sur ce que tu as dit. Je voulais répondre avec quelque chose. Je pense à un enfant qui me disait « Je ne veux pas que mon père aille en prison. » On a tous vécu. C'est toujours pareil, explication. Alors,
ce n'est pas toi qui envoie ton père en prison, c'est le tribunal ou la cour. Enfin, ce sont les juges qui vont décider si ton père ira en prison ou pas. Et puis il n'ira pas forcément dans une prison, ça peut être de la prison avec sursis. Voilà. Ça n'enlève rien le sentiment qu'on peut être de ce jeune. Oui, alors. Cette situation, je ne veux pas que ton père aille en prison, ça n'enlèvera rien ce sentiment. Après, on peut aussi peut-être verbaliser les pressions. Enfin, je sais que c'est difficile pour toi parce que tu es éloigné actuellement de ta famille à cause de la procédure ou parce que ta mère ne te croit pas et voilà. Enfin, pour essayer lui de lui faire le chemin, enfin qu'il arrive à comprendre pourquoi, si c'est le cas, pourquoi il revient sur ce qu'il a dit. Essayer de lui donner des mots pour qu'il puisse élaborer. C'est compliqué. À ces moments, l'enfant il est pris dans une telle pression familiale. Effectivement, vous le savez tous, hein, ça peut être absolument infernal ce qu'il est en train de vivre, donc c'est une solution. Après, ça peut être une solution de survie temporaire aussi, donc ça peut être à respecter en tant que tel, c'est pas forcément la meilleure solution, la solution pérenne. C'est pas la solution qu'on souhaiterait pour cet enfant, on souhaiterait qu'il sorte d'un milieu familial dysfonctionnel ou voilà, d'une situation dysfonctionnelle. Mais pour autant, on peut aussi lui faire retour de on a entendu que pour l'instant il le sentait comme ça, mais qu'on reste là. Que la justice elle reste à l'écoute, que vous disiez, la procédure elle peut aussi enclencher les choses. Enfin, dans tous les cas, si l'enfant fait ça, c'est qu'il n'a pas trouvé d'autres moyens. Hein. C'est qu'il ne se sent absolument pas de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de sa famille, de ses parents. Et là, du coup, le risque psychique est très grand. À le forcer à faire, malgré tout, une procédure à l'encontre d'eux, on risque finalement de le faire décompenser, de le faire s'effondrer. Donc, même si, j'entends bien que c'est paradoxal, hein, d'un côté, on va renvoyer peut-être cet enfant dans une souffrance familiale. Pour autant, c'est qu'il ne se sent pas de faire autrement. Donc, formulez-lui ça. Vous avez entendu ça, que pour l'instant, il ne peut pas faire autrement, mais que peut-être dans quelques semaines, ça peut être juste un délai comme ça, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, il trouvera les ressources pour faire autrement, et que vous serez là. Je n'ai pas d'autres réponses. Oui. Lily Marceau, administrateur ad hoc à la sauvegarde d'Ixelles. Donc pour revenir sur ce sujet, oui, moi je pense que c'est important de bien respecter la parole de l'enfant dans ce moment-là. Il faut revenir à la mission qui nous a été confiée. La mission qui nous a été confiée, c'était d'assurer l'intérêt de l'enfant, de pas de faire condamner la personne qui était en face. Donc si l'intérêt de l'enfant pour lui c'est de se rétracter dans ce moment-là, à cet instant-là, je crois qu'il faut absolument la respecter et peut-être effectivement lui dire on peut en reparler, tu as toujours l'opportunité de faire le conseil. Mais à mon avis, notre mission, il faut vraiment regarder quelle est la mission qui nous a été confiée. Protéger l'enfant, son intérêt, et pas celui de absolument faire éventuellement condamner la personne qui est en face, même si on le souhaiterait vivement aussi. Ça rejoint de toute façon un peu ce qu'on disait tout à l'heure, donc l'enfant, quelle que soit la nature de ses parents, il a besoin de les préserver à l'intérieur de lui sous une forme quand même plutôt positive. Et alors, il a fondamentalement besoin de ça, c'est rarissime. En fait, j'ai vu ça de façon rarissime. Des enfants qui demandaient eux-mêmes à être séparés de leurs parents, des enfants qui disaient mes parents sont absolument de mauvais parents, je ne veux plus jamais les revoir. Ce sont des situations exceptionnelles. Donc la majorité des enfants vont avoir besoin de conserver un lien positif, un lien. La question
question se pose aussi du rôle aussi éducatif de la poursuite de la personne coupable, de la sanction de la personne coupable. L'enfant se rétracte, revient en arrière, on respecte bien sûr sa parole. Pourquoi est-ce qu'il revient en arrière, ses sentiments? Est-ce qu'on va aller dans le sens de dire, bon on ne poursuit plus, on ne fait plus rien, et donc on permet à des personnes que l'on pense coupable d'échapper à la justice? Je pense à une dernière décision, une dernière affaire où j'ai plaidé. C'était une jeune fille, qui est une jeune femme maintenant, qui a été abusée par son grand-père alors qu'elle avait 7 ans, puis ensuite violée lorsqu'elle avait 9 ans, qui a déposé une plainte tout récemment dans les limites des prescriptions. Elle était majeure. Elle était très 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 mal. Et lorsque je l'ai rencontrée, elle et ses parents, c'est vrai que le propos était, mais ça mérite, c'est la prison qui devrait aller en prison, etc. Nous avons plaidé. À l'audience, la jeune fille a dit qu'elle ne souhaitait pas la prison pour son grand-père, elle ne souhaitait pas en arriver là. Donc, revirement. La décision a été quand même 5 ans de prison pour le grand-père, puis une indemnisation pour la jeune dame. Et nous sommes sortis d'audience. Elle, sa mère, son père étaient atterrés par la décision qui était rendue. J'aurais dit, mais le dossier était correctionnalisé. Je dois expliquer, mais voilà, le code, ce qu'il dit pour un viol, je n'ai plus en tête les montants. Voilà, donc lorsque les enfants reviennent en arrière, ou lorsque ils ne se rendent pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle éducatif de cette procédure, notamment lorsque ce sont des faits qui sont anciens, qui sont dénoncés après, et que la sanction arrive? Parce que cela permet de dire qu'on ne peut pas échapper à la justice. On commet des faits qui sont pas corrects, ils doivent être sanctionnés. L'enfant, lorsqu'il fait une bêtise, on le sanctionne. L'adulte, lorsqu'il fait une bêtise, entre guillemets, il y a une sanction aussi qui doit intervenir. Donc lorsqu'il revient en arrière, parce qu'il y a pression, etc., est-ce qu'on ne doit pas aussi expliquer ça, parler de ça, de dire oui, les actes ont été commis ou ils n'ont pas été commis. S'ils ont été commis, c'est vrai que c'est grave, et que quand on commet des actes graves, on doit être sanctionné. Que lui-même, lorsqu'il fait une bêtise, il est sanctionné. C'est une question. Oui, alors, moi je voulais revenir là sur ce qu'a dit Isabelle Kadiri et puis Madame Devant. Je pense qu'on peut à la fois respecter la parole de l'enfant qui à un moment dit ce que j'ai dit jusqu'à maintenant c'est pas vrai, mais lui dire en même temps moi j'ai été désignée par un juge pour aller jusqu'au bout d'une procédure. J'entends aujourd'hui que tu me dis que c'est vrai que c'est assez subtil comme discours, mais j'entends qu'aujourd'hui tu te rétractes, mais je peux te dire que dans le dossier, il y a des éléments de la procédure qui font qu'il y a quand même ce qu'on appelle des indices graves et concordants qui font que l'auteur devrait être condamné. Et sache que voilà, l'administrateur ad hoc et l'avocat restent à ta disposition. Enfin, vous voyez, on peut à la fois engendrer l'enfant, lui dire qu'on entend ce qu'il nous dit, mais c'est toujours ce que vous disiez par rapport à la différenciation. Voilà, lui dire qu'en fait, il y a sa parole, et puis il y a aussi, un auteur n'est pas condamné que sur la parole d'un enfant, il est condamné aussi quand même sur un dossier. Sur d'autres déclarations, sur des prélèvements ADN, sur des choses comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, en lui disant ça, ça lui permet aussi de comprendre que tout ne repose pas sur lui. Heureusement, d'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais ajouter aussi que
ça fait quand même un tsunami dans la vie de l'enfant, hein, ces révélations, c'est-à-dire que l'enfant, sa vie va complètement changer, complètement, hein, sa vie quotidienne, il va être placé, il va avoir ses parents. Donc c'est aussi en lien avec la force de ce tsunami, hein, le fait de redire à certains moments, mais non, je reviens sur tout ce que j'ai dit, parce que je veux reprendre ma vie d'avant, je veux arrêter de faire souffrir les parents. Enfin, la force de ce changement, de ces changements, est quand même très importante. Hein. Et on peut bien comprendre qu'à certains moments, l'enfant va vouloir revenir sur ses déclarations pour reprendre sa vie d'avant, qui était bien plus simple, hein, et qui ne faisait pas tant souffrir ses parents, parce qu'il y a ça aussi. Il y a toutes les pressions que les parents vont exercer, en disant, regarde ce que t'as fait notre famille, on est tous, on souffre tous, on est tous malheureux, on est tous séparés. Ça agit énormément, ça, sur l'enfant, même sur un enfant, même sur un adolescent. Ce que vous dites là, la façon dont vous le formulez, du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ça vient bien pointer qu'il peut y avoir, à des moments donnés, des mouvements de tentative d'annulation de la part de l'enfant. Mais c'est pas seulement l'annulation de la procédure, en fait, c'est l'annulation de ce qui s'est passé. Et, voilà, et l'enfant reste un enfant avec une certaine forme de pensée magique, même en adolescent, même les adultes d'ailleurs, hein, on conserve tous des traces de pensée magique et de moments où on se dit, si j'y pense très fort, peut-être que ça va s'arrêter, peut-être que ça ne sera pas devenu. Enfin, et l'enfant, il est encore plus pris dans ces conditions-là, dans ces croyances-là. Donc ça me fait vraiment penser à ça. Oui, l'enfant, il va dire on arrête tout pour faire comme si ça n'avait jamais été, comme si j'avais jamais vécu ça, et au moins ça va être fini. Je voudrais juste répondre à... Le fait que l'auteur soit condamné n'est pas forcément gage d'une fin de souffrance pour l'enfant ou le jeune. Justice est faite, certes, mais j'ai en tête un exemple d'une jeune fille où l'auteur a été condamné et les révélations ont été faites, c'est pas elle qui a révélé les faits, ce sont d'autres jeunes filles. Et du coup, elle s'est trouvée dans une procédure où il y avait 5 mineurs victimes. Et cette jeune fille, je l'ai revue plusieurs années après, près de 15 ans après, où elle regrette encore. Elle est là encore dans une situation de victime où elle regrette que le procès ait eu lieu. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas voulu, elle ne voulait pas que c'est lieu en fait. Et qu'elle est toujours dans cet état malgré que l'auteur était victime. Hein. Quel lapsus. Mon Dieu, je vais passer un quart d'heure après. Coupable, je plaide coupable. Que l'auteur a été condamné, c'est une véritable souffrance. Tous les jours, j'ai le sentiment, parce que je la revois, elle est à proximité, je la vois régulièrement, et elle me fait part. J'ai été son administrateur ad hoc, et elle me fait part encore de cette souffrance en permanence. Elle l'a vécu, elle l'a mal vécu en fait. Effectivement, un certain nombre de personnes pour qui ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et puis, il ne faut pas se leurrer non plus. Hein, un traumatisme tel que celui-là, que ça arrive à un enfant, un adolescent ou un adulte, les gens mettent à peu près toute une vie pour s'en remettre. Alors même si ils peuvent aller très bien, fonctionner vraiment bien dans leur vie habituelle, dans leur vie quotidienne, rapidement, il n'en reste pas moins qu'il y a des éléments du traumatisme comme ça qui, même s'ils sont travaillés, même s'ils sont élaborés au cours de la vie, hein, il y a des éléments qui peuvent ressurgir de façon très surprenante, y compris dans le grand âge, alors que les faits sont très lointains. Hein.
voilà, il y a des gens aussi pour qui la conclusion issue du procès n'est pas une fin en soi, c'est juste de le rappeler. Et je disais tout à l'heure, j'ai entendu des paroles très violentes d'enfants au sujet de leurs agresseurs. C'est évident pour eux, pour ces enfants-là, la condamnation, elle n'était pas suffisante. Ils auraient voulu beaucoup plus. Je crois qu'un enfant, il est capable d'entendre qu'un administrateur ad hoc doute. C'est-à-dire que quand les parents, des fois, on dit je ne sais pas, je ne sais pas répondre à ta question. Et là, je pense que quand un enfant se rétracte, on peut dire je ne sais pas si c'est ce qui est mieux pour toi. Moi, je suis là pour t'aider. Et si tu t'interroges, que tu te repositionnes, que tu te poses des questions, tu peux toujours en rediscuter avec moi. Et moi, pour l'instant, je respecte mon choix, mais je ne sais pas si c'est le meilleur. Je crois que c'est important de laisser la question ouverte. Et on a le droit de faire ça, quoi. Je crois qu'il ne faut pas trop se présenter comme infaillible. Parce que si on est d'un bloc, c'est très difficile aussi de laisser des ouvertures. Donc ça me paraît assez important. L'autre chose que je pense, c'est que quand on occulte, ça peut aller très très loin. Moi, j'ai eu en tant qu'administrateur ad hoc, le grand-père avait violé la mère, la tante et les deux nièces. Et s'il avait violé les deux nièces, c'est parce que les deux mères ont confié leur enfant à leur père. C'est-à-dire qu'elles avaient occulté au point de vouloir avoir un grand-père exemplaire, indépendamment de leur expérience. Donc ça veut dire que quand un enfant occulte, il peut occulter très très longtemps et très très loin. Donc c'est important de laisser une question ouverte parce que les conséquences étaient dramatiques, quoi. Et d'autre part, je pense, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, être le mauvais objet. Alors, en l'occurrence, la seule qui parlait, elle a été exposée, donc on n'entend pas mal de personnes derrière elle. Donc être le mauvais objet de la famille, c'est vrai que ça peut pousser à dire bon, on arrête tout, quoi. Mais le fait d'occulter, c'est très très très, ça peut aller très loin, quoi. Le fait d'occulter, effectivement, ça a généralement des conséquences assez importantes maintenant. Quand une personne vit un traumatisme, la première urgence, quand même, c'est d'oublier. En tout cas, ce que formule immédiatement l'enfant l'adulte, c'est que là, il en a vraiment qu'on chaper sur cette histoire, qu'il en a marre de répéter, notamment dans les procédures, de répéter maintes fois. Il aimerait bien pouvoir oublier, être tranquille dans ce processus-là. Donc l'idée, c'est quand même d'accompagner pour que l'enfant puisse, enfin la personne en tout cas, puisse intégrer cette expérience de vie dramatique, cette expérience dramatique, mais l'intégrer à son parcours de vie sans l'oublier, c'est-à-dire pas mettre ça au fond de la poche et puis surtout plus jamais y penser, mais faire en sorte que ça ne soit pas non plus envahissant au quotidien. C'est pour ça qu'il y a des fois des polémiques un petit peu sur le débriefing post-traumatique, sur les cellules d'urgence. Moi, je trouve que c'est extrêmement important, mais certains pensent que ça empêche les personnes de faire un travail comme ça de que les cellules post-traumatiques ne font que raviver la souffrance. Bon, c'est une question qui est un petit peu délicate. En fait, il faut arriver à trouver la juste mesure entre ne pas faire comme si ça n'avait jamais existé, parce que c'est justement ça qui est à l'œuvre dans les familles dysfonctionnelles. On fait comme si. On fonctionne selon le mode du déni, selon le mode du déni, et donc notre place à nous,
intervention, c'est justement de rétablir ça. On ne fait pas comme si. Par contre, on peut autoriser l'enfant et la personne à se dire j'ai besoin un petit peu de répit quand même. J'ai besoin d'être tranquille pendant quelques mois, mais pas trop y pousser. On peut accorder ça aussi à la personne. Du coup, je pense en termes de thérapeutique, dans les accompagnements que je peux proposer, j'espère en tout cas que c'est suffisamment fluide pour autoriser ces moments. Je vois bien que les personnes, elle n'en peut plus, elle n'a plus envie de parler de ça. Et il faut qu'elles passent à autre chose, et elles vont passer à autre chose. Et puis je leur dis, on y reviendra peut-être. La complexité entre l'accompagnement psychologique et puis les nécessités de la procédure. La procédure, on considère que plus l'enfant va parler vite après les faits, plus on pourra recueillir d'éléments. Voilà. Ce sont des temps qui ne sont pas les mêmes. C'est vrai que c'est important de recueillir de toute façon les éléments immédiatement. Ça, je trouve ça fait longtemps, non? Voilà, il faut arriver à trouver. En tout cas, en ce qui concerne votre posture à vous, trouver le bon mode d'écoute de ces éléments. Je voulais juste rajouter qu'il y a un élément sur lequel je suis confrontée. Je suis actuellement dans un espace de rencontre avec des enfants. Et cette question de procédure et de suivi psychologique, nous, on est des fois on est dans des situations où l'enfant dénonce des choses, il est placé, il est médiatisé sans peur ordonné par un juge, et il y a interdiction du côté des parents et des intervenants de pouvoir mettre en mots quoi que ce soit. Et je trouve que c'est d'une violence. C'est d'une violence. L'enfant rencontre le ou les parents, alors des fois, il va renoncer d'autres parents, et tant que l'instruction est en cours, on ne peut absolument pas aborder, même relever auprès de l'enfant ou du parent, quand il y a des choses qui émergent, je ne vais pas forcément parler, mais des choses qui émergent. Voilà. Et je trouve que c'est très très compliqué dans ces situations, entre procédure et. Alors nous, on n'est pas dans la thérapie, on est dans l'accompagnement de rencontres, entre la rencontre entre un parent et son enfant. Et ça, moi, je trouve que c'est très très compliqué. Enfin, je ne sais pas comment les enfants peuvent le vivre, les parents encore moins, mais les enfants en tout cas, de pouvoir. Voilà. On sait quelque chose qui s'est passé. On a peu d'informations sur la personne. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne peut pas se parler. Et je trouve ça très très violent. Il faut juste l'expliquer, le pourquoi. C'est le risque de pression. C'est vrai qu'on veut mettre l'enfant, la justice, la procédure veut mettre à l'enfant de pression, à l'abri de pression. Oui, mais ça on peut l'expliquer, sauf qu'on est, une autre. Je vais vous prendre un exemple d'un père qui vient voir sa fille depuis un certain nombre de mois, on va dire plusieurs mois, dans notre service, et du jour au lendemain, on nous dit, plus de visite avec pas de sortie, il est en visite complètement en présence constante d'un tiers, il ne sait pas pourquoi, l'enfant, elle ne sait pas de ce qu'elle manifeste, personne ne comprend. Et nous, on sait juste qu'il y aurait eu. Voilà. Et là, il faut continuer à accompagner cette relation sans pouvoir en mettre des mots. Alors, mettre des mots, oui, c'est pour te protéger, il s'est passé quelque chose, renseignez-vous, on peut que dire oui, mais faire un accompagnement dans ces situations-là, on peut entendre que c'est compliqué pour nous. Enfin, on imagine combien ça peut être pour l'enfant, qui ne sait même pas pourquoi aujourd'hui on est interdit, parce que je crois qu'elle ne savait pas pourquoi, pour elle, aujourd'hui, interdit d'être en lien avec son père d'une autre manière. Il y avait ce retour en arrière. Alors moi je ne suis pas dans ce circuit-là d'administrateurs aux offres. C'est des enfants qui sont suivis par l'assistance d'enfants, donc il y a des réseaux sociaux. C'est le rôle de l'administrateur ad hoc aussi, parce que lui a connaissance de ce qui se passe au pénal. S'il y a une interdiction de l'auteur de fait de voir son enfant, c'est que voilà. Ah, il n'y a pas d'interdiction de voir. Il y a un devoir en présence d'un tiers. En vérité, en présence d'un tiers, c'est un peu différent. Et donc, on lui fait se rencontrer quand même. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un silence et d'un secret que je trouve très très lourd autour de tout ça.
Oui, mais il y a des raisons. Il y a des raisons. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison et je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Hein. Mon propos, ce n'est pas de remettre en cause la décision ce qui a poussé à ce moment-là. Sauf que c'est compliqué quand il y a ces enquêtes. Et vous l'avez relevé, ça dure des fois 2-3 ans les enquêtes. En ce moment, on a l'histoire aussi d'abus entre dénonciation d'une petite sœur chez un grand frère. Ça fait 1 an et quelques que ça a été fait. Et voilà, la dénonciation de cette petite fille. Et il n'a pas encore, même le grand frère, la procédure et l'enquête n'a pas été encore commencée, il n'a pas encore été auditionné, ni elle. Donc, si vous voulez, nous, on sait tout ça, on le porte en nous, et alors, bon, on parlait des claquements de la famille, là, entre la mère, le petit frère qui est placé aussi, et le grand frère qui est à domicile. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment on peut accompagner moi l'enfant dans ces situations-là. On ne peut pas en parler. Voilà. J'ai envie de vous dire, le cadre, vous êtes juste sur le lieu neutre. Votre rôle, c'est de faire que les rencontres en lieu neutre se passent bien, et pour le reste, voilà. On est d'accord, mais il n'empêche que ça ne peut pas ne pas agir sur l'enfant et sur ces questions d'élaboration autour de ce qui lui arrive. C'est que quand on ne peut pas en parler, on n'élabore pas. On ne peut pas élaborer la question. Et moi, il me semble qu'il y a à ce niveau-là, peut-être que il y a en tout cas à ce niveau-là quelque chose à réfléchir, c'est pas de réponse. Hein. En tout cas, voilà. Mais peut-être que votre rôle en tant que lieu neutre n'est pas d'élaborer, mais de permettre juste des rencontres pour qu'il y ait un maintien de lien. Voilà. On est d'accord. C'est loin de ce qui peut émerger dans ces rencontres. Et aussi de ce qui peut se faire pression à l'insu de notre ami ou à l'insu de notre confiance. Hein, quand l'enfant rencontre le parent, qui est en tant que parent l'enfant supposé victime, parce que là c'est vrai, hein. On n'a pas à dire c'est vrai que c'est pas vrai, et le parent de l'enfant qui est en même temps l'auteur. Et rien ne peut en être dit. Mais le lieu neutre est organisé en général quand il y a des risques de pression. Bon, on va peut-être s'arrêter, faire une petite pause. Voilà, écoutez, je pense que les échanges ont été riches.